Madame, Monsieur, bonsoir. Cela s'est acté hier avec ces indemnisations au profit des salariés d'entreprises ou professionnels du tourisme en difficulté qui ont donc été officiellement prolongées jusqu'au 31 décembre. Le décret a été adopté en Conseil de gouvernement et il fait suite à une batterie de dispositions prises par le gouvernement pour venir en aide à un secteur meurtri, le tourisme, avec ses 8500 entreprises et 750 000 emplois directs menacés, sans parler des milliards de devises à rattraper. En tout cas, parmi ces mesures, le contrat programme 2020-2022 ou tout récemment les opérations de séduction auprès des opérateurs étrangers, bien que peu utiles à cause des frontières toujours fermées. Pour représenter les professionnels ce soir, Wissal Rerbaoui, secrétaire général de la Confédération du tourisme. Et en seconde partie de questions éco, un secteur intimement lié à celui du tourisme et qu'on tente aussi de réanimer l'artisanat. Et là, la tutelle a opté pour la solution digitale. Tapis, babouches ou poteries marocaines confectionnées par nos artisans, bientôt commercialisées sur les plateformes de e-commerce. Pour quelle cible? Quels sont les produits concernés et surtout pour quels résultats? Élément de réponse en compagnie de Moad Kebdani qui représente la maison de l'artisan. Il répondra à nos questions. Bienvenue à toutes et à tous. Et on entame cette première partie avec un état des lieux du secteur touristique ainsi que les détails du contrat programme pour sa relance. C'est un papier signé Ilham Brada. 21 mesures, ce sont là les dispositions du contrat programme 2020-2022, un dispositif qui ambitionne de donner une forte impulsion au secteur du tourisme. À terme, il devra insuffler une dynamique pour accompagner la relance du secteur et sa transformation. Cette feuille de route sectorielle a 3 objectifs majeurs: préserver le tissu économique et l'emploi, accélérer la phase de redémarrage et poser les bases d'une transformation durable pour le secteur lourdement impacté par la pandémie du coronavirus. Le ministère de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'Administration a annoncé une chute abyssale des recettes touristiques. Un repli de l'ordre de 33,2%, soit 11,1 milliards de dirhams au terme des 6 premiers mois de 2020. Parallèlement, le Royaume a connu cette année une baisse de 69% pour les arrivées touristiques, de 60% pour les recettes en devises et d'environ 50% en termes d'emploi. La signature du contrat programme en août dernier devra à terme permettre de positionner la destination Maroc dans l'ère de l'après-Covid-19. Le Royaume devra s'adapter aux nouvelles réalités du marché et anticiper les changements dans les modes de consommation des touristes. Ce nouveau programme entre dans le cadre du pacte pour la relance économique et l'emploi, doté d'une enveloppe de 75 milliards de dirhams. Un pacte qui fait partie d'un plan plus vaste consistant à injecter 120 milliards de dirhams dans l'économie marocaine, tel que annoncé par le roi Mohamed VI lors de son discours du trône. Et depuis Rabat, par Skype avec nous, Wissal Rerbaoui, secrétaire général de la Confédération du tourisme. Bonsoir Wissal Rerbaoui. Bonsoir Khadija. On vient de l'écouter dans ce papier. Bien sûr, les chiffres témoignent de la difficulté de la situation dans laquelle se trouve le tourisme national aujourd'hui. Est-ce que, grâce au tourisme interne, on a pu sauver les meubles un peu pour cette saison estivale? Si oui, jusqu'à quel point? Alors j'aurais bien voulu vous répondre oui. Malheureusement non, la saison estivale n'a pas pu être sauvée. Nous avions en effet, au moment de l'élaboration de nos prévisions pour l'activité cette année, nous avions pensé que la saison estivale pourrait, avec la demande intérieure, pourrait être relativement dynamique, même si nous savions qu'elle n'aurait pas été dynamique comme une année normale. Nous ne sommes pas dans une année normale, mais les résultats de l'activité durant le mois de juillet et le mois d'août ont été bien en dessous de même nos pires prévisions. En effet, on se souvient tous que à la veille d'un long week-end des festivités de l'Aïd Kbir, il y a eu une annonce surprise qui a conduit à la fermeture de pas moins de 8 grandes villes marocaines, ce qui a créé un état de panique assez sévère au niveau des établissements d'hébergement et au niveau des citoyens de manière générale. Ça a été assez surprenant, nous nous en souvenons tous.
Et finalement, les difficultés des citoyens à se déplacer entre certaines villes, la montée en puissance de la pandémie dans certaines villes a un peu forcé la main, en effet, aux différents acteurs pour prendre des décisions fortement déplaisantes, mais souvent nécessaires, parce que nous comprenons qu'il soit nécessaire et important de préserver la santé et la sécurité sanitaire des citoyens. Donc non, la saison estivale a été catastrophique. Les deux grands pôles balnéaires qui sont Agadir et le nord du Maroc l'activité a été extrêmement mitigée. De manière globale, la fréquentation hôtelière ne dépassait pas les 30% dans le meilleur des cas. Maintenant, l'activité dans les villes et toute la dynamique économique liée à l'industrie touristique dans les villes n'a pas pu être au rendez-vous parce que énormément de contraintes de fréquentation des établissements de restauration, des contraintes, nous nous souvenons de la polémique autour des horaires de fermeture, des contraintes au niveau des facilités de déplacement. Lorsque vous vous déplacez dans une ville en vacances, vous ne passez pas votre vie au bord de la mer ou dans votre chambre d'hôtel. Vous devez aussi être en mesure de consommer à l'intérieur de la ville, de fréquenter des endroits, d'aller dans des musées, des jardins, autres. Extrêmement compliqué d'organiser l'activité de l'industrie touristique dans des conditions pareilles. Donc l'été n'a pas réussi n'a pas pu être à la hauteur de nos espérances, malheureusement. Donc là, on plante le décor. Passons à présent à l'avenir, ou en tout cas aux plans qui ont été pensés pour penser cette hémorragie qui est en train de vivre notre secteur touristique. Alors, il y a eu bien sûr ce contrat à programme, nous allons y revenir, Wissal Gharbaoui, mais avant, cette réunion qui s'est tenue la semaine dernière au siège de la Royal Air Maroc, une réunion initiée par le ministère de tutelle. Quels sont les outputs concrets de cette réunion, Wissal Gharbaoui ? Alors, merci beaucoup, Lahadja, pour cette question, parce que cela fait maintenant plus de 6 mois que nous gérons la crise. Les professionnels, nous sommes parfaitement conscients des sacrifices qu'ont fait tous les opérateurs pour pouvoir accompagner ce secteur dans un moment extrêmement complexe. Notre priorité a été en effet le maintien de l'emploi et le soutien aux entreprises. Vous le savez, notre secteur est fait essentiellement de TPME. Il y a eu dans un premier temps, vous en avez parlé très vite, le contrat programme qui a été destiné dans un premier temps à gérer les mesures de contingence ô combien nécessaires pour le maintien du soutien aux entreprises pour qu'elles puissent tenir le coup jusqu'à la fin de cette année. Ensuite, il n'a pas été pensable pour nous, en tant qu'opérateurs, de rester en train d'attendre le 31 décembre. Nous savons que les mois que nous traversons maintenant sont extrêmement durs. Le contrat programme a été élaboré pour soutenir les entreprises et les emplois durant cette période compliquée. Maintenant, il faut aussi qu'on prépare la relance. Et ça, c'est un grand enjeu. Il faut qu'on prépare la reprise. Dans ce cadre-là, nous avons réuni, j'ai envie de dire, l'état-major du tourisme secteur privé. Nous avons mené des réflexions et élaboré un certain nombre de propositions. Nous nous sommes très rapidement réunis également avec l'administration de tutelle au complet, où Madame la ministre a été à l'écoute, mais en même temps a été aussi dans l'anticipation d'un certain nombre de sujets. Suite à quoi nous avons en effet eu une réunion avec Royal Air Maroc, l'objectif étant de regarder de quelle manière et à quelles conditions nous allons pouvoir éventuellement envisager une réouverture du trafic, contrôler, limiter, organiser, structurer, tout ce qu'on veut, entre l'international et le Maroc. Nous savons que le pays est encore en urgence sanitaire avec une fermeture des frontières. Ce n'est pas un programme fluide et habituel et ouvert au public, mais peut-être qu'il y a là une question réellement à examiner avec les opérateurs. Nous sommes harcelés, tous nos opérateurs, les grandes chaînes hôtelières, les grands opérateurs réceptifs marocains sont interrogés quotidiennement par les grands émetteurs, leurs clients, leurs partenaires depuis toujours. Ils veulent savoir dans quelles conditions nous pouvons accueillir les clients au Maroc. Aujourd'hui, l'enjeu sur lequel nous devons nous concentrer est d'abord d'élaborer le protocole d'accueil et de séjour des clients étrangers. Ensuite, il faut qu'il y ait aussi, dans ce protocole-là... Quand vous dites qu'il faut élaborer un protocole d'accueil, et pourtant, la CGEM a annoncé également, dans la foulée de cette réunion d'ailleurs, que la possibilité pour les touristes munis d'une réservation d'hôtel de se rendre au Maroc. Est-ce que finalement, c'est pas fait avant que ce protocole d'accueil ne soit mis en place? Donc, la charrette avant les bœufs,
Non, non, ça se fait concomitamment. Le protocole d'accueil, il est nécessaire dans une logique d'accueil massif. Enfin, massif. Nous ne parlons pas. La CGEM a annoncé la possibilité pour les visiteurs étrangers de venir soit dans un cadre professionnel, dans le cadre de réunions ou de collaboration avec des entreprises marocaines. Nous parlons de visiteurs étrangers, toutes raisons, j'ai envie de dire, confondues, que ce soit pour une raison professionnelle ou pour une raison touristique, mais il est nécessaire que nous élaborions avec les pouvoirs publics un protocole d'accueil qui soit en même temps, qui respecte en même temps les conditions sanitaires et la sécurité sanitaire des visiteurs et des citoyens, mais qui soit en même temps suffisamment souple pour ne pas être dissuasif. Je vous donne un exemple. Lorsque vous exigez un test PCR datant de 48 heures, c'est quasi impossible de le faire à partir de la France. Pourquoi ? Parce que les délais d'attente aujourd'hui, au vu du volume de demandeurs, il est extrêmement élevé. Il faut une semaine pour avoir un rendez-vous et une autre semaine pour avoir ses résultats. Il est quasi impossible d'avoir un test PCR à 48 heures. D'ailleurs, les opérateurs français, je me permets de vous interrompre, cher Wissal Gherbaoui, les opérateurs français se sont plaints justement de cette mesure qu'adopte le Royaume du Maroc, notamment pour ces PCR de 48 heures. Oui, en effet, avec tous les échanges que nous avons avec les opérateurs français notamment, il est question aujourd'hui de trouver un protocole qui soit intelligent, qui soit efficace et qui soit suffisamment souple pour ne pas être dissuasif. Aujourd'hui, il y a des contraintes, il faut qu'on le sache. Au Maroc aussi, allez faire un test PCR aujourd'hui, revenez le 15 octobre. J'en ai fait l'expérience hier moi-même. On ne peut pas travailler hors sol sans considérer les contraintes qui sont liées à l'application des mesures sanitaires. Et on ne peut pas, d'un autre côté, rester les bras croisés en attendant que la question sanitaire soit réglée. C'est juste impossible et impensable. Et donc, il va falloir trouver un juste milieu dans un accord construit qui tient compte des contraintes réelles et des limites de la souplesse sanitaire, mais qui tient compte aussi de notre besoin de reprendre une activité, parce que je pense qu'il serait illusoire à ce stade de se dire on va attendre que la pandémie s'arrête. Tous les experts et les scientifiques, et je n'en suis pas une, sont unanimes sur le fait que cette pandémie ne s'arrêtera pas demain. Attendre une date, attendre un vaccin, attendre la lune, attendre la pluie... La date que vous attendez, c'est l'ouverture des frontières, ou en tout cas un assouplissement des mesures demandées pour se rendre au Maroc. Est-ce que vous pensez que ces opérations qu'est en train de mener le Maroc à l'international, des opérations de séduction, notamment envers des opérateurs européens en l'occurrence, est-ce que vous pensez que ça ne remet pas le Maroc dans les radars des opérateurs internationaux tant que cette question n'est toujours pas résolue ? L'opération de séduction à ce stade, elle est importante. Ce qui est absolument nécessaire, c'est qu'on ne doit pas se faire oublier de nos prescripteurs en tant que destination. Ça, c'est fondamental. Et on ne doit pas se faire oublier par nos clients, par nos visiteurs, par les citoyens du monde par rapport à notre destination. Et il faut en effet un dosage intelligent et un dosage équilibré qui tient compte en effet de la situation actuelle et qui est réelle et factuelle certes, les mesures ont été assouplies pour accéder à notre pays. Il y a un certain nombre de conditions. Nous essayons de regarder comment est-ce qu'on va pouvoir être un peu plus dans l'agilité pour permettre à notre destination et à notre industrie de bien profiter de cet assouplissement-là. Nous y travaillons tous les jours, croyez-moi, avec les pouvoirs publics. L'administration du tourisme est extrêmement mobilisée avec nous, l'administration de l'intérieur, l'administration de la santé, au niveau territorial également. Tous les opérateurs au niveau territorial et au niveau de la Confédération sont mobilisés. Aujourd'hui, personne n'a mis en place une méthode ou une recette qui fonctionne à 100%. Regardez en France, ils ont fait le choix de maintenir le tout fermé alors qu'ils enregistrent à peu près 6000 cas chaque jour. Ils ont fait ce choix, ils l'assument. La vie est à quasi normale aujourd'hui en France et ailleurs. De temps en temps, ils vont aller fermer quelques communes, quelques zones, parce que l'agilité dont nous devons tous disposer, c'est ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est qu'on intègre ce concept d'agilité dans la gestion de cette crise, parce qu'il n'est pas pensable pour nous, économiquement et socialement, de rester les bras croisés à attendre la fin de la pandémie. Ça ne va pas être possible. Les mesures de contingence ont été nécessaires et elles sont vitales pour le maintien des entreprises et le maintien des emplois et le maintien de l'écosystème touristique, mais elles vont s'arrêter fin décembre.
On ne peut pas raisonnablement attendre janvier pour dire ok, c'est fin décembre, c'est toujours pas suffisant, on se refait une enveloppe pour l'année 2021, ce n'est pas pensable. Nous sommes parfaitement conscients de la pression énorme qu'a exercé cette crise sur les finances publiques, qu'a exercé cette crise sur les citoyens, qu'a exercé cette crise sur les patrons d'entreprises. Il est question aujourd'hui d'intégrer et d'assimiler le fait que cette pandémie devient quasiment un élément avec lequel il va falloir composer. Et ensuite assouplir autant que fasse se peut pour que notre vie redevienne à peu près normale. Regardez les écoles, l'exemple des écoles. Alors oui. Oui, juste pour rester dans le tourisme et pour clôturer, parce qu'on parle du contrat programme, parmi les objectifs, c'est une réorganisation du secteur. Bon, beaucoup de tentatives passées, n'est-ce pas, pour réorganiser ce secteur du tourisme. Quelle est la recette? Vous avez évoqué ce concept de recette. Quelle est la recette, pour réorganiser, mais rapidement, en 1 minute, je sais que c'est une grosse question, et aussi pour opérationnaliser ce partenariat public-privé qu'on évoque de plus en plus pour donner un vrai coup de pouce à ce secteur et notamment après cette dure crise qu'il traverse. Cette crise sans précédent va nous imposer une transformation de ce secteur. Nous le savons, nous en sommes conscients. Il va y avoir de la casse, nous l'avons dit. Nous essayons de toutes nos forces de la limiter et il va falloir qu'on réinvente notre façon de travailler, notre façon de penser le tourisme, notre façon de faire la stratégie pour le tourisme. Tout cela va devoir intégrer beaucoup de nouvelles donnes, notamment la résilience du secteur, notamment les nouvelles composantes économiques de ce secteur. Il va falloir qu'on s'y mette dans un partenariat public-privé. Le secteur du tourisme, vous le savez, Khadija, est l'un des pionniers dans le partenariat public-privé pour construire des stratégies et des visions, etc. Il va falloir qu'on travaille là-dessus, mais avant tout, et l'immédiat et l'urgence aujourd'hui, c'est de reprendre notre activité, de faire tout ce qu'il faut, d'être le plus agile possible, le plus à l'écoute possible de ce qui se passe à l'international, ne pas rester enfermé chez nous, mais regarder également ce qui se passe ailleurs pour que l'on puisse apporter des débuts de réponses qui vont nous permettre de construire une réponse tout au long de 2021 si l'on veut que ce secteur retrouve ou récupère son énergie en 2022. J'espère et j'appelle de tout mon vœu à ce que nous puissions assouplir davantage, accélérer ce qui doit l'être pour que l'on puisse commencer à toucher la reprise réellement pour le plus grand bien de nos emplois et de nos entreprises. Et de 7% de notre PIB national. Et de 7% Merci de notre beaucoup. PIB, absolument. Wissal Gharbaoui, merci d'avoir répondu Merci à la question. vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puisqu'on parle de réinvention de stratégie pour le tourisme, passons à présent à la seconde partie de Questions Éco qui traite justement d'un nouveau mode de fonctionnement pour le secteur de l'artisanat. Mais avant, je vous propose de suivre ce papier de Zine Messali qui revient sur l'impact de cette pandémie de Covid-19 sur le secteur de l'artisanat, mais aussi sur ce partenariat qui a été signé entre la Maison de l'Artisan et des plateformes de e-commerce pour commercialiser nos produits de l'artisanat marocain. Regardez. L'artisanat traditionnel durement affecté par la crise sanitaire. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les artisans sont à la peine. Le secteur, qui contribue à hauteur de 7% du PIB du Royaume, emploie plus de 2 millions de personnes. Les exportations de produits de l'artisanat ont reculé de 34% durant les 4 premiers mois de 2020 par rapport à la même période de l'année passée. Avec un chiffre d'affaires à l'export de près d'1 milliard de dirhams l'an dernier, cette crise a démontré la nécessité d'accélérer la restructuration du secteur en améliorant les conditions de vie et de travail des artisans traditionnels. Plusieurs pistes de relance ont été évoquées par la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Nadia Fettah Alaoui. Dernière en date, les conventions qui viennent d'être signées ce début du mois entre la Maison de l'Artisan et des plateformes d'e-commerce. Objectif, permettre d'écouler plus facilement les produits et encourager les artisans locaux à se lancer dans la vente en ligne. 7 partenaires exerçant sur des marchés divers et ciblant une large gamme de produits d'artisanat ont été retenus au terme de l'appel à manifestation. À travers cette initiative, les artisans intéressés pourront intégrer la plateforme de leur choix et bénéficier de multiples services et avantages, notamment la création gratuite de boutiques et de catalogues pour l'exposition de leurs produits. Dans ce contexte sanitaire,
Ces conventions vont permettre de relancer le secteur et diversifier les canaux de distribution des produits. Et avec nous depuis Rabat par Skype, Mouad Kebdani, directeur de la communication de la Maison de l'Artisan. Bonsoir Mouad Kebdani. Bonsoir madame. Est-ce que peut-être vous avez quelque chose à ajouter par rapport aux chiffres et à l'état des lieux du secteur de l'artisanat aujourd'hui, après ces longs mois de crise et d'arrêt total de l'activité des artisans et de la commercialisation de leurs produits? Au niveau des chiffres, vous avez un peu relaté tous les chiffres disponibles, bien sûr, avant la crise. Peut-être il faut ajouter que le secteur contribue à 7% dans le PIB national et qu'il emploie 20% de la population active. Très bien. Alors, parlons justement de ce programme, n'est-ce pas, pour booster les ventes de ces produits de l'artisanat, notamment en l'absence de touristes qui viennent justement acheter sur place. Alors, de combien d'artisans parlons-nous dans le cadre de ce partenariat avec les plateformes de e-commerce? De tous les artisans de l'artisanat d'art et de production, surtout l'artisanat pour contenu culturel. De toutes les régions du royaume? De toutes les régions du royaume, toutes filières confondues. Alhamdoulilah, on a une multitude d'universités, de filières et de métiers, d'artisanat. Donc, tous les métiers, toutes les filières sont concernées par ces conventions. D'ailleurs, les plateformes qui ont été retenues, donc après, comme vous l'avez dit dans votre reportage, l'appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par la Maison d'Artisans, qui a permis de retenir donc les 7 plateformes avec lesquelles on a signé des conventions. Ces plateformes sont diverses. Il y a des plateformes généralistes, il y a des plateformes spécifiques dans des produits d'artisanat spécifiques, comme des produits du terroir, comme des produits de la bijouterie, comme des produits. Donc, il y a une multitude, il y a une diversité de choix pour les artisans. Comment vont faire ces artisans, justement, si ces artisans-là sont intéressés pour justement vendre leurs produits sur ces plateformes-là? Quelle est aujourd'hui la méthode à suivre pour adhérer à ce programme? Alors, premièrement, il y a un grand programme de communication qui se fait entre tous les directeurs régionaux et provinciaux de l'artisanat avec cette plateforme. Donc, on vient d'entamer une série de 7 rencontres avec toutes les plateformes. Et messieurs les directeurs régionaux et provinciaux de l'artisanat ont posé diverses questions, c'est-à-dire toutes les questions qui peuvent intéresser les artisans. Alors, ces derniers peuvent directement aller vers leur direction de l'artisanat ou bien poser leur candidature ou bien s'informer plus de toutes les plateformes disponibles. Deuxièmement, bientôt, vers la semaine prochaine, Inch'Allah, donc le site de la Maison de l'Artisan, le site internet, on a fait une refonte du site pour intégrer une rubrique e-commerce où ils pourront s'inscrire directement via ce site. Il y a une rubrique e-commerce où ils rentrent, ils regardent les plateformes, chaque plateforme, et puis ils peuvent choisir avec les abonnés. Chaque plateforme présente des services différents. Donc, ils ont l'embarras du choix. Et lorsqu'ils décident quelle plateforme ils vont choisir, ils cliquent il y a des boutons s'inscrire et ils vont s'inscrire. Donc, il y a une multitude ou bien directement via le site de la Maison de l'Artisan pour intégrer la plateforme. Et puis, directement, lorsqu'ils intègrent la plateforme, il y a un contact. Chaque plateforme a un contact au service des artisans. Et puis, la relation se fasse après directement entre eux, avec tous les avantages et bénéfices qui ont été convenus dans les conventions, à savoir une création gratuite des boutiques, comme vous venez de le dire, la création des catalogues gratuits, un support, une assistance pour le lancement, jusqu'au lancement des activités de vente, et puis des actions de communication qui viendront après pour appuyer un peu cette démarche, pour inviter et inciter le grand public à acheter via ces plateformes des produits d'artisanat. Quand vous dites le grand public, quel est le public justement que vous ciblez à travers cette opération?
tout le public qui s'est mis au commerce électronique pendant cette pandémie surtout. Je crois que tous les Marocains ont découvert ce créneau de distribution et de commerce. Très bien. Je voudrais aussi parler à présent par rapport à l'export. Comment vous pensez que pour mettre davantage en valeur des produits du terroir, du produit de l'artisanat marocain, comment profiter de la réussite de nos PME exportatrices qui exportent, qui sont déjà en place, pour jouer le rôle de locomotive pour le reste de l'écosystème et pour justement des artisans ou des auto-entrepreneurs qui peinent des fois à atteindre le marché international? Il y aura on va mener des campagnes de communication pour justement montrer ces success stories. Donc, on connaît pas mal de PME et d'entreprises qui ont réussi. Ça fait longtemps déjà qu'ils ont introduit ce canal de distribution de commerce. Donc, on va profiter de leur expérience, bien sûr, pour essayer d'attirer les autres vers ce créneau. Surtout que maintenant, on est en train de chercher les alternatives pour sortir de la crise impliquée par cette pandémie. Donc, parmi ces solutions, donc le commerce électronique, il y aura d'autres. On est en train de penser à d'autres solutions, mais déjà, cette solution peut être bénéfique et peut présenter beaucoup d'avantages pour nos artisans. C'est un peu difficile parce que le secteur de l'artisanat, il est très particulier. Il a été, comme tous les secteurs, il a été, c'est-à-dire frappé en plein fouet au niveau de la production, au niveau de la commercialisation. Mais il faut toujours être optimiste et essayer d'aller de l'avant. Je voudrais juste terminer avec cette question de l'informel. Est-ce que vous avez prévu une stratégie particulière pour les artisans qui travaillent dans l'informel? Justement, pour répondre à cette question, une loi vient d'être votée au Parlement à la fin juin. Cette loi, c'est un peu la réponse à tous les problèmes d'informel du secteur parce que il n'y avait pas de loi réglementant un peu organisant les métiers d'artisanat. Et cette loi est venue à point pour un peu essayer d'organiser le secteur et les activités, notamment c'est-à-dire les dispositions de cette loi concernent notamment une définition des activités de l'artisanat parce qu'il avait même une problématique au niveau des définitions des différentes catégories, qu'est-ce qu'un artisan, qu'est-ce qu'un maître artisan, qu'est-ce qu'une entreprise artisanale, etc. Donc, au niveau des acteurs, il y a une organisation du tissu productif, donc par l'institution des ordres professionnels locaux, régionaux et nationaux représentant les différentes activités de l'artisanat. C'est un peu une refonte de l'ancien AMIN du métier. Donc, il y a très important, ça, pour répondre à votre question, ça peut répondre directement à la question, c'est le registre national de l'artisanat qui recense un peu les acteurs de l'artisanat afin que ces acteurs puissent bénéficier de la couverture sociale et avoir plus de transparence. Donc, lorsqu'on aura ces statistiques dans le registre national de l'artisanat, on aura des statistiques claires sur tous les acteurs, c'est-à-dire de l'artisanat, qui vont bénéficier de la couverture sociale et qui vont faire sortir ceux qui sont dans l'informel, qui vont les passer au formel, je crois. Et bien sûr, enfin, il y aura une création d'un Conseil national de l'artisanat qui sera le vis-à-vis pour régler tous les problèmes liés au secteur. Merci beaucoup, Mohamed Kebdani. Merci d'avoir répondu à Je nos vous en questions. prie. Merci. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.